Le plus grand roman français a un goût d'ailleurs. Achevé ici, dans l'île anglo-normande de Guernesey. Et aussi là, à Waterloo en Belgique. Eh oui, la géniale fresque monumentale de Victor Hugo, fascinante photographie humaine, sociale, politique du 19e siècle, est en grande partie une œuvre de souvenir. La rédaction des Misérables, près de 1400 pages, a commencé place des Vosges, à l'époque place Royale à Paris. Mais s'est poursuivie à l'étranger, car elle a duré 17 ans, de 1845 à 1862. Un Paris qui joue les premiers rôles, des personnages devenus des icônes universelles. C'est ta maman qui t'envoie chercher de l'eau si loin? Je crois que j'en ai pas de maman. Qui sont un peu notre famille. Comment tu crois que tu n'en as pas? Je l'ai jamais vue. Ben alors, pour qui est-ce cette eau-là? C'est pour ma patronne, Madame Thénardier. Thénardier? Comment t'appelles-tu? Cosette. Cosette? Des événements historiques au souffle révolutionnaire. En avant, à la baïonnette! Un éveil à la conscience magistrale, l'histoire d'une rédemption. Les Misérables, un succès immédiat et bientôt planétaire. Des adaptations internationales au cinéma, en bande dessinée, au théâtre, la comédie musicale la plus jouée de notre époque. L'histoire du manuscrit des Misérables est une incroyable épopée, dont les grandes étapes sont Paris, Bruxelles, puis Londres et l'île de Guernesey. Mais le voyage s'est achevé ici, dans le sanctuaire des lettres françaises, à la Bibliothèque nationale de France, où Thomas Cazentre, le gardien passionné du fonds Hugo, va nous le faire découvrir. Hugo a très tôt, dès son adolescence quasiment, eu le réflexe de conserver ses manuscrits. Et il les a conservés tout au long de sa vie, au fil de ses déménagements successifs, dans une grande caisse qu'il appelait sa malle aux manuscrits. Il y a toujours une part de fétichisme dans les manuscrits. Je crois que vraiment, il tenait à cette inscription charnelle. Le manuscrit, c'est la trace du corps écrivant. C'est un document unique. Donc Hugo, dans cet esprit de conservation durable de ses manuscrits, a eu ce réflexe de les faire relier lui-même, donc à la fin de l'exil. Et comme on peut le voir, il n'a pas voulu faire une reliure luxueuse, une reliure de bibliophile. C'est une reliure robuste, mais volontairement très modeste dans ses matériaux. C'est du parchemin blanc, tout bête, dans sa présentation, avec juste cette bande noire et les gros caractères rouges du titre. Il a composé une page de titre d'une manière très calligraphique, presque théâtrale, avec cette écriture immédiatement reconnaissable. C'est le délié des traits, enfin on a l'impression que c'est presque fait au pinceau, ça fait penser presque à une calligraphie orientale. On est à cheval là sur le Hugo écrivain et le Hugo dessinateur en fait. Le manuscrit, à bien chercher, contient un secret de fabrication. La vérité, c'est que Hugo a quasiment abandonné Les Misérables durant 12 ans. Il a entamé son flamboyant récit entre novembre 1845 et février 1848, puis il l'a repris seulement fin 1860 pour l'achever l'été suivant. Moins de 2 ans et demi au total, un record de vitesse. On a ici une masse première période, mais avec tout un feuilletage d'insertion de la deuxième période. Et ça se reconnaît assez facilement. Dans les années 1840, Hugo écrit au recto et au verso des feuilles, alors qu'au moment de l'exil, dans les années 60, voilà,
il a pris l'habitude de ne plus écrire qu'au recto et de laisser le verso vierge. Et entre les deux époques, son écriture a changé. Elle est devenue beaucoup plus ample, encore un peu plus penchée, avec des hampes, avec les hampes de certaines lettres, les L, les F, les P, beaucoup plus appuyées. Voilà, alors là aussi c'est très spectaculaire. On a vraiment ce système de phylactères qui viennent, de bulles, qui viennent s'insérer entre les lignes, qui s'emboîtent les unes dans les autres. Et là, il y a même une insertion dans une insertion, et puis n'ayant plus la place sur la gauche, il l'a écrite transversalement. La preuve de la si longue pause pour cause de révolution. Rendez-vous dans le tome 2. Environ 5 kilos lui aussi, à la page, non, au feuillet 294. Voilà où Hugo s'est arrêté en 1848, donc ça se trouve tout en bas, 14 février 1848. Ici, le père de France s'est interrompu et le proscrit a continué, 30 décembre 1860, Guernesey. Sur le manuscrit de Hugo, on voit même naître en direct les personnages, les stars des Misérables. Juste en sortant, j'ai rencontré le Père Noël. Il m'a demandé si je connaissais une demoiselle Cosette et si elle était sage. Moi j'ai répondu que oui, je me suis peut-être avancé. Alors un autre moyen de voir la révision opérée par Hugo sur le premier manuscrit, c'est aussi les noms des personnages, puisque lorsque Hugo écrit en 1845-1848, les noms des personnages du roman ne sont pas encore fixés. En particulier, Jean Valjean s'appelle encore Jean Tréjean. Et on a là donc une page du premier manuscrit où il a systématiquement surchargé Tréjean par Valjean. Voilà. Et là, il s'agit du personnage de Cosette qui, dans la première phase de rédaction, n'avait pas de nom. Et ensuite, une fois qu'il a trouvé le nom de son personnage, il a barré l'enfant et écrit dans l'interligne systématiquement Cosette. C'est ici que tout a commencé. Son chef-d'œuvre, Hugo l'a imaginé place Royale. La maison où, avec sa femme Adèle, il menait une vie bourgeoise et mondaine, est devenue un musée. Le directeur Gérard Audinet nous fait la visite de l'appartement où vécut Victor Hugo de 1832 à 1848. Le fameux grand salon de réception de Victor Hugo, où le tout Paris des lettres, des arts et de la politique a défilé, c'était ici. Cette pièce, telle qu'elle vient de travail de Victor Hugo, c'est là où il a écrit tout ce qu'il a écrit lorsqu'il habitait Place des Vosges, et notamment Les Misères, enfin, la première version des Misérables. C'est un petit secrétaire... presque un bonheur du jour, qu'il a fait surélever sur 4 autres pieds une tablette, de façon à pouvoir écrire debout. C'est vrai que, il le dit lui-même, qu'il a commencé à écrire debout, je crois que c'était pour éviter d'avoir une phlébite. C'est pas très poétique, mais ça compte. Il aimait bien, dès qu'il avait une idée, pouvoir la noter tout de suite. On sait que Victor Hugo écrivait beaucoup sur tous les bouts de papier qu'il pouvait avoir sous la main, les vieilles enveloppes, les couvertures de revues, les fragments de registres. C'est ce qu'on appelle les copeaux, et donc qui sont des objets très beaux, très graphiques. Au 6 de la place Royale, Victor Hugo est un homme célèbre, un écrivain admiré, le chef de file des romantiques. Selon son éminent biographe, Jean-Marc Auvasse, il est même en passe d'épouser une carrière politique, voire de devenir ministre de Louis-Philippe. Il est rentré à l'Académie française en 1841. L'Académie française lui permet d'entrer à la Chambre des pairs en 1945. Il devient pair de France, ce qui est quand même énorme. Il est reçu par le roi régulièrement. Bref, il est au sommet de sa carrière. Et par-dessus tout ça, il entretient une liaison qui commence à peu près dans cette année, l'année précédente, cette année-là, avec la jeune et séduisante Léonie Viard-Donné, qui est la femme d'un peintre assez
assez connu de l'époque, François Billard. Et le mari jaloux fait surprendre sa femme en flagrant délit d'adultère avec Victor Hugo. On est en juillet 1945. C'est un accident, c'est une catastrophe, puisque tout Paris est au courant. Hugo essaye de faire étouffer l'affaire. Léonie est mise en prison. C'était comme ça que ça se passait à l'époque. Un père de France, l'un des plus hauts rangs politiques, les sénateurs d'aujourd'hui, pris en flagrant délit d'adultère. Donc on a peur que ce scandale de mœurs porte atteinte au roi. Et le roi fait tout son possible pour étouffer ce scandale. Et il est très évident que ça coupe l'herbe sous le pied au futur ministre Victor Hugo. Toutefois, quelque chose malheur est bon, c'est qu'on conseille à Victor Hugo de se faire un peu oublier. Il va s'enfermer ici, dans cette pièce, et il va commencer à écrire Les Misérables. 6 des plumes qui vont écrire ce roman sont précieusement conservées ici. De fines plumes d'oie, bien sûr. Adopter la plume de fer qui fait son apparition ces années-là? Jamais. Mais comment en trouver le bon titre? Victor Hugo va hésiter et hésiter encore. Quand il commence le roman, il n'y a pas de titre. Peut-être Jean Tréjean. Le nom du héros, assez rapidement, ça devient Les Misères. Et puis ensuite, passer des misères, ça fait un peu traité, c'est plus abstrait, aux misérables, qui sont les personnages. Les misérables, ce sont des gens. On peut l'interpréter comme ça, une peinture de la société plutôt que d'un aspect plus théorique qui est dans le premier titre. Et qui sont les misérables, c'est une question, c'est pas uniquement les pauvres. Peut-être que tout le monde, tous les hommes sont des misérables. S'adresser aux hommes et à leur humanité. Dessiner un monde et un avenir meilleur. L'Exergue des Misérables, Hugo l'écrira bien plus tard. Son intention est ambitieuse, une profession de foi. Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mœurs, une damnation sociale, tant que les 3 problèmes du siècle, la dégradation de l'homme par le prolétariat, la déchéance de la femme par la faim, l'atrophie de l'enfant par la nuit, ne seront pas résolus, tant qu'il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles. C'est une préface éminemment politique. Il écrit un livre, c'est une fiction, c'est un livre qui va passionner les gens, mais il veut leur dire autre chose aux lecteurs. Il ne veut pas qu'ils s'intéressent uniquement à l'histoire de Marius et de Cosette. C'est déjà bien, c'est très beau, mais il n'y a pas que ça. Le but de Victor Hugo dans ce livre, c'est d'écrire un livre total, c'est d'instruire, c'est d'élever l'humanité, c'est vraiment ça, c'est d'élever les lecteurs. Élever le lecteur, ça veut dire l'éduquer, lui apprendre des choses. Il faut bien voir qu'à cette époque-là, l'école n'était pas obligatoire, c'est une des grandes luttes de Victor Hugo. Hugo s'est mis en entier dans ce livre, il sait qu'il ne fera pas mieux. C'est le livre de sa vie, toute sa vie y est, pas uniquement sa vie sentimentale, mais sa vie politique aussi, ses combats, tout ce à quoi il croit, tout est dans ce livre. Donc, tout Hugo est dans Les Misérables. Donc est-ce qu'il y est arrivé? Certainement. Ses combats, la liberté d'expression, la suppression de la peine de mort, la fin du bagne. Ce n'est pas pour rien qu'il a choisi de faire d'un ancien bagnard, Jean Valjean, le héros de son livre. Tout Hugo, toute sa vie, dit le biographe, et même sa double vie. L'histoire d'une liaison de 50 ans, des milliers de lettres d'amour fou. Impossible de raconter l'histoire du manuscrit des Misérables sans évoquer le rôle, ou plutôt les rôles de Juliette Drouet auprès de l'auteur. Florence Nogrette, professeure de littérature, sait tout de leurs petits secrets. On l'a découvert assez tardivement, le rôle de Juliette Drouet. Pendant longtemps, elle était considérée simplement comme sa maîtresse et comme quelqu'un d'assez subalterne. Pendant les 4/5e de leur relation, elle n'habite pas avec lui, elle habite non loin de chez lui, relativement proches l'un de l'autre, mais tout de même séparés pour des raisons de décence. Il n'est pas imaginable au XIXe siècle pour Hugo de divorcer, ça n'existe pas. Et maintenant qu'on connaît bien mieux son journal épistolaire, on se rend compte que c'était une femme d'exception. Et pas seulement une femme soumise, mais aussi une femme qui a joué un rôle énorme pour
le sécuriser, lui donner confiance en lui et être toujours à ses côtés quand il en avait besoin. Les Misérables doivent un certain nombre de choses à Juliette Drouet. C'est une rencontre théâtrale. En 1833, l'auteur de Lucrèce Borgia a fait répéter un petit rôle à la jeune actrice Juliette Drouet au théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est un coup de foudre. Et leur première nuit d'amour, célèbre, parce que célébrée dans Les Misérables, Hugo en fait la date du mariage de Cosette et de Marius, c'est le 16 février 1833. Commence alors une phase de leur relation qui dure 6 ans, d'amour, passion, vraiment avec dispute, avec réconciliation, avec volonté de la part de Juliette de poursuivre sa carrière. Mais la belle Juliette va bientôt renoncer au théâtre et passer son temps à attendre les visites de son grand homme. Elle devient une femme entretenue, tandis qu'Adèle Hugo s'accommode de la situation. Ce qui rendait cette espèce de, non pas de ménage à trois, puisqu'ils ne vivent pas ensemble, cette relation de Hugo à 2 femmes en même temps, ce qui rendait cela choquant pour l'époque, c'est que cette maîtresse, il l'aime, et que c'est donc en quelque sorte une 2e femme. Elle devient une compagne et une assistante omniprésente. Première lectrice, enquêtrice, copiste, et ce n'est pas tout. Le premier rôle que Juliette Drouet joue dans l'écriture des Misérables, c'est un rôle d'inspiratrice. On peut considérer qu'elle a inspiré les personnages de Cosette. De Cosette, Juliette Drouet a le même malheur dans son enfance, d'avoir été orpheline très tôt, d'avoir été placée en nourrice. Donc, ce manque de repères parentaux, Juliette l'a en quelque sorte transmis à Cosette. Juliette inspire aussi le personnage de Fantine. Elle l'inspire parce que, comme Juliette, Fantine est obligée de se prostituer. C'est la misère qui l'oblige à vivre de ses charmes. Alors, son 2e rôle auprès de Hugo, c'est d'être sa copiste. Et ça, elle commence très vite, puisque Hugo commence l'écriture des Misérables fin novembre et que déjà mi-décembre, elle a commencé à copier. Souvent impatiente de connaître la suite, Juliette endosse le costume du critique. Elle adore le héros ancien bagnard. Voilà. Je m'appelle Jean Valjean. Je suis galérien, libéré depuis 4 jours, destination Pontarlier. Je suis fatigué, j'ai fait 12 lieues, j'ai faim. Vous voulez que je reste ? J'ai une peur affreuse que tu ne le rendes trop malheureux. Cela aura l'inconvénient de serrer le cœur et de navrer l'âme de ceux qui te liront. Je voudrais griffer ce monstre de Javert et tuer ces hideux Thénardier. Je veux pour ma part que tu leur fasses tout le mal possible ou je ne serai pas contente. Je suis impatiente de retrouver mon pauvre Jean Tréjean et la pauvre petite Cosette, que je voudrais à tout prix les voir heureux. Je ne sais pas si cela dépend de toi, mais dans tous les cas, il est impossible de plus s'identifier avec les malheurs de ces pauvres gens que je ne le fais. Je ne sais pas si cela dépend de toi, c'est merveilleux. Bien sûr que ça dépend de Victor Hugo. Juliette est toujours là aux côtés de Victor lors des coups durs. Les désillusions politiques, la mort de sa fille Léopoldine à seulement 19 ans, le drame de la vie d'Hugo, et surtout lors du coup d'État de Napoléon III, en décembre 1851. Lui, le royaliste de naissance, est devenu résolument républicain. Napoléon Bonaparte fait son coup d'État et Hugo, tout de suite, entre dans l'opposition et donc dans la clandestinité, puisqu'il s'oppose, il écrit et qui signe de son nom un appel aux armes. Et il essaye de soulever le peuple contre ce coup d'État et il n'y arrive pas. La tête de son grand homme est mise à prix 25 000 francs. Juliette doit la sauver. Elle lui trouve une planque chez des amis, puis va le mettre dans un train. Elle a décroché le rôle de sa vie. C'est un voyage qui est tout à fait clandestin et qui se fait de nuit. Lorsque Hugo part en exil, donc le 11 décembre 1851, il part incognito, bien sûr, puisqu'il est recherché. Donc il est déguisé, il a pris le vêtement et la casquette d'un ouvrier typographe ami de Juliette. Et il a un passeport sur lui qui est un permis de travail. Il s'agit prétendument de partir en Belgique pour travailler en tant que typographe. Mais bien sûr, il n'a pas ses manuscrits avec lui, qui pourraient, s'ils étaient fouillés, le dénoncer. Et le 13 décembre, Juliette prend tous les risques pour partir à son tour.
C'est elle qui lui apporte la malle au manuscrit quand elle vient le rejoindre 2 jours après. Oui, Juliette est très douée pour la clandestinité. Donc on peut dire qu'après le coup d'État, elle a sauvé à la fois l'homme et l'œuvre. Juliette Drouet gagne ainsi par son courage et sa témérité une place officielle auprès de la famille Hugo. Et son destin et celui de Hugo sont scellés. L'une des lectrices assidues du journal épistolaire de Juliette Drouet, 22 000 lettres en 50 ans de liaison, est l'éminente spécialiste de Victor Hugo outre-Atlantique, Marva Barnett, professeure de littérature en Virginie. I do believe that Victor Hugo and Juliette Drouet were, and still are, in our history, world history, a remarkable literary couple. People who needed some charity or knew of a family who needed help would come to Juliette as an intermediary to Victor Hugo. And Victor Hugo would always respond in support of these people. So she was helping the world in real ways through her connection to Victor Hugo. The last thing he wrote before he died, which makes it a very powerful statement in context, and as it is a very powerful statement in its 5 syllables. Aimer, c'est agir. Une maxime qui porterait en elle la modernité de Hugo, son actualité. Victor Hugo say that we must fight for what we need and what we want. The fight doesn't have to be a violent fight. It can be a loving action. It can be Jean Valjean going through the sewers carrying Marius. It can be a fight with yourself to make yourself a better person, as Valjean consistently does. So yes, he was intensely involved with life. This is obvious, and trying to help in as many ways as he could. L'épisode belge sera de courte durée. Contraint à un silence diplomatique, voilà que Hugo écrit et publie son pamphlet « Napoléon le Petit ». Cause d'expulsion. Il part en bateau cette fois vers les îles anglo-normandes qui lui permettent de regarder la France en face. À l'automne 1855, lors du déménagement de Jersey à Guernesey, le voyage allait s'avérer lui aussi agité. Il y a une tempête, c'est une tempête violente comme il peut y en avoir dans les îles anglo-normandes et comme il y en a régulièrement. Et donc on voit le moment où le fameux manuscrit des Misérables, la malle au manuscrit, risque de tomber dans la mer. Et on voit le moment où il a failli sombrer dans les eaux de l'île de Guernesey. En 1860, Victor Hugo reprend son manuscrit, il relit, l'enrichit et l'achève le 30 juin 1861. La dernière phrase est un quatrain, fameux, inscrit sur la tombe de Jean Valjean. Il dort, quoique le sort fût pour lui bien étrange. Il vivait, il mourut, quand il n'eut plus son ange. La chose simplement d'elle-même arriva, comme la nuit se fait lorsque le jour s'en va. Au printemps 1862, Les Misérables sont publiés par un éditeur belge en 10 volumes et 3 séries à 3 dates successives pour contourner la censure. Et ils font fureur à Paris. Donc immense succès populaire, énorme et surtout énorme aussi, énorme revue de presse. Tous les journaux en parlent. Hugo avait publié son dernier roman en 1831, donc 31 ans avant. 31 ans avant, vous imaginez, vu le prix du livre de l'époque qui était énorme, ça coûtait très cher. Les gens pauvres s'associaient à plusieurs pour l'acheter. On parle de lecture collective dans les usines, des lectures publiques. Après on tirait au sort entre les ouvriers celui qui aurait le livre alors que tout le monde avait participé pour l'achat. Enfin il y a plein d'histoires. La première histoire commençant par les ouvriers typographes eux-mêmes qui composent le livre et qui pleurent en lisant en composant les pages. Pour Marva Barnett, ce qui a fait le succès planétaire des Misérables, c'est le message de confiance en l'humanité délivré par Victor Hugo. First of all, we have to care. We have to feel that love for other people more than for ourselves. And act upon that, then the world is better, even though it will never be perfect. I think that's the theme of Les Misérables, that you have the personal progress of Jean Valjean
and the potential for the social progress in the failed insurrection, but that Hugo makes a case in the chapter about revolutions and riots and insurrections that bit by bit things get better. Rentré d'exil en 1870, après le décès d'Adèle, convenance oblige, Victor et Juliette finiront par vivre ensemble. Par testament, avant sa mort en 1885, Victor Hugo fait don de tous ses manuscrits à la Bibliothèque nationale, créant par ce geste encore inédit chez les grands écrivains le département des manuscrits modernes. Et c'est entouré d'une foule de 2 millions de personnes que le grand homme gagne le Panthéon dans le corbillard des pauvres.